Je m'appelle Adèle, j'ai 32 ans, et ma vie a basculé lors d'une fête de famille. Ce soir-là, ma sœur Léonie s'est levée et a dit devant tout le monde, certains essaient juste trop de compter. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai rien dit. Je me suis levée en silence, j'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. 5 minutes plus tard, son visage est devenu livide. Mon père a chuchoté, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» J'ai souri, et ma réponse les a tous laissés sans voix. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille vous prenait pour acquis, que votre gentillesse était perçue comme une faiblesse, alors vous comprenez le début de mon histoire. Mais vous n'imaginerez jamais la suite, la vérité cachée derrière les sourires de façade. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. C'est une petite curiosité que j'ai. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et connecter les gens. Maintenant, revenons à cette soirée. Imaginez la scène. Nous étions dans une magnifique salle de réception près de Reims, un domaine viticole élégant avec des lustres en cristal qui pendaient des poutres en chêne massif. Les murs en pierre apparente donnaient un cachet rustique et chic. L'air embaumait un mélange délicat de champagne millésimé et de petits fours raffinés. C'était la grande fête organisée pour les 40 ans de mariage de mes parents, Marcel et Geneviève. Une fête que j'avais entièrement, et secrètement, financée. 20 000 €. Chaque détail, du traiteur réputé au groupe de jazz qui jouait doucement dans un coin, portait la marque de mes économies, le fruit de mon travail acharné. Pourquoi ? C'était une question que je ne me posais même plus. C'était mon rôle. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'étais celle qui règle les problèmes. J'étais l'architecte silencieuse de la paix familiale. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris, sans qu'on me le dise jamais explicitement, que ma valeur aux yeux de ma famille se mesurait à ma capacité à anticiper les besoins, à aplanir les difficultés et à prendre en charge les fardeaux. Léonie, ma petite sœur, faisait une bêtise à l'école, je prenais le blâme ou je l'aidais à cacher les preuves. Mes parents se disputaient à voix basse dans la cuisine, je préparais le café et je changeais de sujet, ramenant une fausse harmonie. Ce rôle de « fille bien », responsable, n'était pas juste une étiquette, c'était devenu l'armure de mon identité. Et cette fête, ce cadeau extravagant, n'était que le dernier chapitre de cette longue saga de responsabilité que je m'étais moi-même imposée. Je balayais la salle du regard. Léonie, resplendissante dans une robe de créateur que je savais hors de prix, riait aux éclats, un cercle d'admirateurs suspendu à ses lèvres. Elle était le soleil, et nous étions tous censés tourner autour d'elle. Mes parents, Marcel et Geneviève, rayonnaient, acceptant les compliments et les félicitations avec une grâce étudiée. De l'extérieur, nous étions l'image parfaite de la réussite, une famille unie et heureuse. Mais à l'intérieur, je suffoquais sous le poids de ce mensonge doré. Chaque sourire que j'esquissais, chaque verre de champagne que je levais en leur honneur me semblait être une nouvelle facture sur mon compte en banque émotionnel, déjà lourdement à découvert. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment n'était pas nouveau, mais ce soir-là, il était différent. Plus aigu, plus pressant. Une sorte de calme électrique avant un orage dévastateur. Je portais ma propre robe, simple et élégante, mais je me sentais transparente, comme si j'étais une partie du décor, une employée qui s'assurait que tout se passait bien. J'étais la main invisible qui signe le chèque, le pilier silencieux sur lequel tout le monde s'appuie sans jamais vraiment le voir, ni le remercier. Le bonheur de ma famille était une construction fragile, et ses fondations étaient faites de mes sacrifices. Et ce soir-là, j'avais le pressentiment glacial que ces fondations étaient sur le point de se fissurer pour de bon. Pour que vous compreniez l'électricité qui flottait dans l'air ce soir-là, il faut que je vous ramène 3 mois en arrière. C'était une période de stress professionnel intense pour moi. En tant que consultante financière indépendante pour de petits vignerons de la région, mes revenus sont souvent irréguliers. Ce trimestre-là avait été particulièrement difficile, et je luttais pour rassembler la somme nécessaire pour une importante cotisation à l'URSSAF. C'était une échéance cruciale, non négociable, qui me donnait des sueurs froides. Je passais mes nuits à éplucher mes comptes, à jongler avec les chiffres, cherchant désespérément un moyen de tout couvrir sans mettre en péril la fragile stabilité de mon entreprise.
C'est au beau milieu de cette angoisse que mon téléphone a sonné un soir. C'était Léonie. Sa voix, à travers le combiné, était un torrent de panique, entrecoupé de sanglots théâtraux. « Adèle, il faut absolument que tu m'aides, s'il te plaît. C'est une urgence vitale. » Elle m'a alors dépeint une opportunité en or, une collaboration avec une marque de cosmétiques qui, selon ses mots grandiloquents, allait changer sa vie et faire exploser sa carrière d'influenceuse. Pour saisir cette chance unique, elle avait besoin de 5 000 €, et bien sûr, elle en avait besoin immédiatement. Tu dois comprendre, Adèle, c'est un investissement stratégique pour mon avenir. C'est comme ça que ça marche dans ce milieu. Mon premier réflexe a été la prudence. J'ai hésité, la gorge nouée. Je lui ai expliqué ma propre situation précaire, le stress étouffant de l'URSSAF, le fait que je n'avais tout simplement pas cette somme disponible sans me mettre moi-même dans le rouge. Sa réaction a été instantanée, un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Mais ce n'est pas pareil, Adèle. Toi, tu es tellement intelligente, tu t'en sortiras toujours, tu es douée avec les chiffres. Moi, si je rate ça, je rate tout. Tu veux vraiment être responsable de ça? J'ai essayé de tenir bon. J'ai dit non. Mais 1 heure plus tard, le coup de grâce est arrivé. Un appel de ma mère. Sa voix était douce, presque mielleuse, le ton qu'elle utilisait toujours pour faire passer les pilules les plus amères. « Adèle, ma chérie. Ta sœur est en pleine détresse, elle est si sensible. Tu es l'aînée, tu dois être la plus raisonnable, la plus mature. Tu sais comment elle est. Ne fais pas de peine à ton père, il s'inquiète déjà tellement pour sa petite. » C'était leur technique éprouvée, m'enfermer dans le rôle de l'adulte responsable et faire peser sur mes seules épaules le fragile équilibre émotionnel de toute la famille. Si je refusais, je n'étais pas seulement une mauvaise sœur, j'étais une mauvaise fille qui faisait souffrir ses parents. Épuisée par la pression, j'ai fini par céder. J'ai puisé dans les fonds que j'avais religieusement mis de côté pour mes impôts et je lui ai fait le virement, le cœur lourd et l'estomac noué. J'ai dû contacter l'URSSAF, la voix tremblante d'humiliation, pour demander un délai de paiement, sachant pertinemment que cela entraînerait des pénalités. Je me suis dit que c'était le prix à payer pour la paix. Pour la famille. 1 semaine plus tard, la mère vérité m'a giflé en plein visage. En faisant défiler distraitement mon fil Instagram, je suis tombée sur une photo de Léonie. Elle posait, radieuse, devant le miroir d'une boutique de luxe, un grand sourire aux lèvres. Elle tenait un sac à main d'une célèbre marque de créateurs. Un sac que je savais, pour l'avoir vu en vitrine, coûtait précisément 5 000 €. La légende disait, parce que je le vaux bien. Il faut savoir investir en soi-même. #luxe, #girlboss, #success. Le sang m'est monté à la tête. J'ai appelé Léonie, ma voix blanche de fureur contenue. Le sac, Léonie. C'était ça ton investissement vital? Elle a ri. Un rire cristallin, exaspérant de légèreté. Oh, Adèle, tu es tellement coincée. Tu ne comprends rien à l'image de marque. Ce sac, ce n'est pas juste un sac, c'est du contenu. Ça prouve à mes abonnés et aux marques que je réussis. C'est essentiel. Quand j'en ai parlé à mes parents, espérant un minimum de soutien, leur réaction m'a achevé. Mon père a soupiré avec lassitude, bon, ce n'est pas très malin de sa part, mais elle est encore jeune et insouciante. Ma mère a ajouté le coup de poignard final, ne sois pas si dur avec elle. L'important, c'est que la paix règne dans la famille. Ne va pas créer un drame pour une histoire de sac. Leur paix. Cette paix avait un prix exorbitant, mon argent, ma tranquillité d'esprit, et maintenant, ma stabilité financière. J'ai dû contracter un petit prêt à la consommation pour payer mes dettes et les pénalités de retard. J'étais endettée à cause d'un sac à main. Et le pire dans tout ça? J'avais tellement peur de briser leur précieuse harmonie familiale, que je me suis tue. J'ai ravalé ma colère et mon humiliation, ajoutant une nouvelle couche de ressentiment sur une pile déjà bien trop haute. Honnêtement, je vous le demande, que feriez-vous à ma place? Quand ceux qui sont censés vous protéger sont les premiers à vous jeter dans la fosse aux lions, comment est-on censé réagir? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Car à ce moment-là, je me sentais complètement seule.
revenons donc à cette soirée d'anniversaire de mariage. La soirée où le vase, déjà fissuré, a volé en éclats. L'orchestre de jazz jouait une mélodie douce et feutrée, les invités discutaient à voix basse, l'ambiance était élégante et contenue. J'essayais de jouer mon rôle, de me fondre dans le décor, de sourire, de hocher la tête, de prétendre que tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était une véritable fournaise. La colère de l'incident du sac à main couvait encore, alimentée par des années de sacrifices silencieux et de frustrations ravalées. Chaque rire de Léonie, chaque regard fier de mes parents posés sur elle, était comme une bûche jetée sur le feu. Puis, le moment que je redoutais est arrivé. Léonie s'est levée, une coupe de champagne à la main, son visage rayonnant d'une confiance en soi presque insolente. Elle a tapoté délicatement sur son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Un silence respectueux s'est immédiatement installé. Elle adorait ça, être le centre de l'univers, la reine de la soirée. Elle a commencé par un discours convenu, un éloge mielleux de l'amour éternel, citant nos parents comme un exemple merveilleux de réussite conjugale. Elle parlait avec une aisance qui m'avait toujours à la fois fascinée et exaspérée, une assurance que je n'avais jamais possédée, moi qui avais toujours préféré l'ombre à la lumière. Maman, papa, vous êtes mon inspiration, mon phare dans la nuit, a-t-elle déclamé, sa voix chargée d'une émotion parfaitement calibrée pour la galerie. Vous nous avez appris les valeurs les plus importantes, le travail, la persévérance, et surtout, l'importance sacrée de la famille. Je sentais le regard embué d'émotion de mes parents posés sur elle. Pour eux, Léonie était une étoile scintillante, un chef-d'œuvre. Moi, j'étais la technicienne en coulisses, celle qui s'assurait que les projecteurs fonctionnaient et que l'étoile avait assez d'électricité pour briller de tous ses feux. Puis, son discours a pris une tournure inattendue, un virage à 180 degrés. Son regard a quitté nos parents et s'est posé lourdement sur moi, de l'autre côté de la table. Un petit sourire en coin, à la fois cruel et suffisant, est apparu sur ses lèvres. Un sourire que je connaissais par cœur. C'était le sourire qui précédait toujours une attaque, une humiliation publique déguisée en trait d'esprit. Et vous nous avez aussi appris, a-t-elle continué, sa voix se chargeant d'une fausse pitié, en me fixant droit dans les yeux, que dans la vie, il y a ceux qui comptent vraiment, par leur éclat, leur talent, et puis, il y a les autres. Elle a marqué une pause dramatique, laissant ses mots perfides flotter dans le silence suspendu. Certains laissaient juste trop de compter. Le coup a été d'une violence inouïe, d'une précision chirurgicale. Chaque mot était une flèche empoisonnée, conçue pour toucher sa cible en plein cœur. Et la cible, c'était moi. Tout le monde dans la pièce l'a compris instantanément. Le silence, déjà lourd, est devenu pesant, presque tangible. Tous les regards, ceux de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, et même des amis de mes parents, se sont tournés vers moi. En l'espace d'une seconde, j'étais devenu le sujet de la blague, la victime désignée, la risée de l'assemblée. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Le sang me montait au visage, une vague de chaleur et de honte. Mon premier instinct a été de disparaître, de me fondre dans le sol, de cesser d'exister. Mais à cet instant précis, quelque chose d'autre s'est produit. Une digue a cédé en moi. Des années de ressentiment, de sacrifices non reconnus, de frustrations contenues, tout a reflué en une seule vague puissante. Mais ce n'était pas de la colère chaude et explosive. C'était autre chose. Un calme glacial, une lucidité terrifiante. La certitude absolue, irrévocable, que c'en était fini. Fini pour de bon. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé ma serviette en tissu sur la table. Lentement, comme dans un rêve, je me suis levée. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, ignorant les regards interrogateurs et gênés qui me suivaient. J'ai ouvert l'application de ma banque. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai trouvé la ligne correspondant au virement programmé pour le solde du traiteur et de la salle. 8 000 €. J'ai appuyé sur le bouton « Annuler ». Un message de confirmation est apparu, me demandant si j'étais sûr de vouloir annuler cette transaction. J'ai appuyé sur « Oui ». Puis, je me suis rassise, aussi calmement que je m'étais levée. J'ai repris ma coupe de champagne, le regard vide. 5 minutes plus tard, peut-être moins, le téléphone de Léonie, posé face visible sur la nappe blanche, a vibré.
Elle a jeté un œil distrait à la notification. Son sourire s'est figé. La couleur a déserté son visage. Elle est devenue livide. Mon père s'est penché vers moi, son visage une grimace d'incompréhension et d'inquiétude. Il a murmuré, sa voix à peine un souffle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai tourné la tête vers lui. Et pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Un vrai sourire. Froid, déterminé, et absolument libéré. Et je savais que ma réponse allait faire l'effet d'une bombe qui raserait tout sur son passage. Mon père me fixait, ses yeux plissés cherchant une explication que son esprit refusait de formuler. Toute la table était suspendue à mes lèvres, sentant que le drame, jusqu'alors latent, était sur le point d'exploser au grand jour. J'ai savouré ce silence, ce pouvoir nouveau que je détenais. Puis, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai articulé, d'une voix claire et posée, mais chargée d'une intensité qui a fait frissonner tout le monde, « J'ai fini ». Le silence qui a suivi était d'une densité incroyable. Il semblait absorber tous les sons de la pièce. C'est à ce moment précis, comme dans une pièce de théâtre bien orchestrée, que le directeur du domaine, un homme impeccablement vêtu d'un costume sombre, s'est approché de notre table avec une démarche discrète mais déterminée. Il s'est adressé directement à Léonie, puisque c'était elle qui avait joué les grandes organisatrices, paradant à ses côtés lors des préparatifs. « Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger », a-t-il commencé avec une politesse glaciale, mais nos services comptables viennent de nous informer d'une notification d'annulation pour le paiement final de la prestation. S'agit-il d'une erreur de votre part ? Le visage de Léonie est passé de la pâleur à la panique la plus totale. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle a bafouillé quelque chose d'incompréhensible, ses yeux affolés cherchant désespérément les miens, comme pour me supplier de réparer le désastre. C'est son mari, un homme aussi superficiel qu'elle, qui a réagi le premier. Il s'est tourné vers moi, le visage congestionné par la colère. « Adèle, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Arrête tes gamineries et règle ça tout de suite. Tu nous fais honte devant tout le monde. » Mon père a immédiatement enchaîné, retrouvant sa voix grave et autoritaire de chef de famille. « Adèle, ça suffit maintenant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour tes états d'âme. Tu es en train de tout gâcher. Tu l'entends ? Tout. Gâcher quoi, papa, ai-je répondu, mon calme olympien semblant les déstabiliser encore plus. Votre parfaite soirée payée avec l'argent que je n'ai pas ? La soirée où je suis censé sourire pendant que je me fais humilier publiquement par ma propre sœur ? C'est ça que je suis en train de gâcher ? Ma mère a alors posé sa main tremblante sur mon bras, ses yeux noyés de larmes de crocodile. Ma chérie, s'il te plaît. Pense à la famille. Pense à l'image que nous donnons. Qu'est-ce que les gens vont penser ? L'image. Toujours et encore l'image. J'ai retiré mon bras de son emprise, doucement mais fermement. C'est justement parce que je pense enfin à moi que je fais ça. L'image, maman, elle est fausse. Elle a toujours été fausse. C'est là que la voix de mon oncle Renaud a retenti comme un coup de tonnerre dans la salle. Mon oncle, l'ancien militaire, le taiseux, le seul qui avait toujours eu le courage de voir la vérité en face. Il s'est levé, sa haute stature dominant la table. Il a frappé son poing sur la nappe, faisant tinter les verres. Assez, a-t-il tonné. Le silence est revenu, plus lourd et plus respectueux cette fois. Vous n'avez donc aucune honte ? Cette gamine, a-t-il dit en me désignant, s'est saignée aux 4 veines pour vous pendant des années. Elle a financé les caprices de diva de sa sœur, elle a payé pour vos erreurs et votre confort, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de la laisser se faire insulter en public ? Adèle a 1000 fois raison. Il est grand temps que vous appreniez tous à vous tenir debout sur vos 2 jambes. Personne n'a osé souffler mot. Même mon père, habituellement si prompt à répliquer, a baissé la tête, le regard fixé sur son assiette. Puis, une autre voix s'est élevée, plus douce mais tout aussi puissante. C'était celle de ma grand-mère, Élodie, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Elle m'a regardée avec une tendresse et une fierté infinie. Il était temps que quelqu'un le dise, a-t-elle simplement commenté. Léonie, complètement décomposée, en larmes, s'est tournée vers moi dans un dernier effort désespéré. Adèle, je t'en supplie. Règle la facture. On en reparlera plus tard, je te promets.
Ne me fais pas ça. Je me suis levée à mon tour. J'ai pris mon sac. J'ai regardé ma sœur, mon père, ma mère. Un par un. Vous vouliez que je cesse d'essayer de compter? C'est chose faite. À partir de ce soir, je ne compte plus. Ni mes sous, ni mes efforts, ni mes sacrifices. Débrouillez-vous. Sur ces mots, j'ai tourné les talons. J'ai traversé la salle, la tête haute, le dos droit, ignorant les chuchotements choqués et les regards désapprobateurs. En passant la grande porte en bois, j'ai entendu Léonie crier mon nom, sa voix brisée par la panique. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière. En montant dans ma vieille Twingo, un sentiment de liberté pure, presque vertigineux, m'a envahi. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée dans la nuit, laissant derrière moi le chaos, le mensonge, et la famille que j'avais si longtemps et si vainement essayé de maintenir à flot. Je me sentais enfin libre. Mais je ne savais pas encore que la vérité que j'allais bientôt découvrir serait bien plus destructrice et bien plus sordide que la scène que je venais de provoquer. Le pire était encore à venir. Pendant que je roulais sans but sur les routes de campagne sombres, loin de Reims et de cette fête cauchemardesque, les souvenirs des 2 dernières années défilaient dans ma tête comme un film en accéléré. Ce n'était pas juste une question d'argent, je le réalisais avec une clarté douloureuse. C'était une hémorragie lente et continue de mon temps, de mon énergie, de ma patience et de mon amour-propre. Une mort à petit feu de mon identité. Tout avait commencé de manière insidieuse, comme une mauvaise herbe qui prend racine discrètement. Léonie avait décrété, du haut de ses 26 ans, qu'elle allait devenir influenceuse. Au début, c'était de petites demandes, formulées avec un charme désarmant. Adèle, ma grande sœur adorée, tu peux me prêter 200 € pour un nouvel objectif photo? C'est indispensable pour améliorer la qualité de mon contenu. Je te rembourse dès que mon premier partenariat tombe. Bien sûr, le remboursement n'est jamais arrivé. Puis, c'était, tu peux m'aider pour le loyer ce mois-ci? Je suis sur un gros coup, mais la marque est toujours en retard de paiement, tu sais ce que c'est. Chaque demande était habilement présentée comme un investissement crucial pour sa future et brillante carrière. Et à chaque fois, comme une horloge bien réglée, mes parents étaient là pour faire écho à sa plaidoirie. Aide-la, Adèle. Elle a tellement de potentiel, ce serait dommage de gâcher ça pour quelques centaines d'euros. Tu es la stable de la famille, tu peux te le permettre. Stable. J'en étais venue à haïr ce mot. Stable était le mot de code pour ennuyeuse. Stable signifiait que je n'avais pas le droit d'avoir des rêves aussi excitants que les siens. Stable signifiait que je n'avais pas le droit d'avoir des désirs, des passions ou des difficultés. J'étais la mule de la famille, celle qui portait le fardeau en silence, pendant que Léonie était le pur sang de course qu'il fallait admirer et entretenir à grands frais. Les petites demandes sont devenues des exigences à peine voilées. Le ton a changé. Ce n'était plus « s'il te plaît », mais « j'ai besoin ». En 2 ans, en refaisant le calcul mentalement dans la voiture, j'ai réalisé avec horreur que j'avais versé plus de 40 000 €. Une somme qui représentait la quasi-totalité de mes économies. J'avais payé la location de son appartement haussmannien en plein centre-ville, avec moulure et parquet, le décor parfait pour ses photos Instagram. J'avais couvert ses après-midi shopping aux Galeries Lafayette, justifiés comme des achats de matériel professionnel. J'avais payé ses factures de téléphone exorbitantes, ses abonnements à des salles de sport de luxe, et même les mensualités de sa Peugeot 208 neuve, parce que l'image de sa voiture reflète son succès. Pendant ce temps, je vivais dans un petit 2 pièces en périphérie de la ville, avec des meubles récupérés. Je conduisais ma vieille Twingo qui menaçait de rendre l'âme à chaque trajet. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis 3 ans, me contentant de quelques jours chez des amis. Chaque fois que je parvenais à mettre un peu d'argent de côté, un nouvel imprévu, ou une nouvelle opportunité immanquable, dans la vie de Léonie venait siphonner mon compte en banque. Je me suis souvenu d'un souvenir d'enfance, un souvenir que j'avais enfoui mais qui est remonté à la surface avec une violence inouïe. Léonie, qui avait 8 ans, avait fait tomber et briser un magnifique vase de collection qui appartenait à notre grand-mère. Elle s'était mise à pleurer, non pas de remords, mais de terreur à l'idée de la réaction de nos parents. Sans réfléchir, mue par un instinct de protection absurde, je m'étais avancée et j'avais dit « c'est moi ».
J'ai été privée de sorties et de desserts pendant un mois. Le soir même, en me bordant, mes parents m'avaient dit à quel point ils étaient fiers de moi, de ma maturité, de ma grandeur d'âme, de ma capacité à protéger ma petite sœur. Ce jour-là, sans le savoir, j'avais scellé mon destin. J'avais appris une leçon toxique et dévastatrice. Mon rôle était de sacrifier mes propres besoins, et même ma propre vérité, pour le bien-être et le confort des autres. L'amour et l'approbation de mes parents étaient conditionnés à ma capacité à endosser les problèmes de la famille, à être le paratonnerre de toutes les tempêtes. Et Léonie l'avait très bien compris. Elle avait passé le reste de sa vie à utiliser cette faille, ce besoin maladif de plaire, contre moi. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer, quelles larmes verser, quels arguments utiliser pour obtenir ce qu'elle voulait, sachant que je finirais toujours par céder, par peur de ne plus être aimée. Je roulais sans but, les larmes brouillant ma vue. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais en deuil. Le deuil de la relation que j'aurais tant aimé avoir avec ma sœur. Le deuil de la reconnaissance que je n'avais jamais reçue de mes parents. Le deuil de la personne que j'aurais pu devenir si je n'avais pas passé toutes ces années à m'effacer pour leur faire de la place. Mais le plus dur, c'était d'admettre ma propre complicité. J'avais laissé faire. J'avais dit oui alors que tout en moi criait non. Pourquoi? Par peur. La peur de créer des conflits. La peur de découvrir qui j'étais, sans ce rôle de sauveuse qui me définissait et me détruisait à la fois. Vous voyez, parfois, les chaînes les plus solides ne sont pas celles que les autres nous imposent. Ce sont celles que nous nous forgeons nous-mêmes, maillon par maillon, sacrifice après sacrifice. Et je commençais à peine à comprendre à quel point les miennes étaient épaisses, et à quel point il allait être douloureux de les briser. 2 semaines se sont écoulées. 2 semaines d'un silence radio total et assourdissant. Pas un appel de mes parents. Pas un message de Léonie. C'était un silence chargé de reproches, un vide qui hurlait leur indignation. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais pas le besoin de combler ce vide, de m'excuser pour avoir existé. Je me sentais en colère. Une colère saine, légitime, purificatrice. J'ai passé ces 2 semaines à me plonger corps et âme dans mon travail, à remettre de l'ordre dans mes finances exsangues, et surtout, à respirer. À respirer un air qui semblait plus pur, moins chargé de leurs attentes. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Sylvie, la sœur cadette de mon père. Sa voix, habituellement si enjouée, était grave, presque solennelle. Adèle, il faut absolument qu'on se voie. C'est important. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Une boule d'angoisse s'est instantanément formée dans mon estomac. Je l'ai rejointe dans un petit café du centre-ville, un endroit discret où nous ne risquions pas d'être dérangés. Elle a commandé 2 cafés et n'a pas tourné autour du pot. Elle a posé sa tasse avec un bruit sec et m'a regardé droit dans les yeux, son regard rempli d'une tristesse infinie. Adèle, ce que je vais te dire va être difficile à entendre. Très difficile. Il y a 1 an, tes parents ont vendu l'appartement de vacances à La Rochelle. Celui que tes grands-parents leur avaient légué, tu te souviens? J'ai froncé les sourcils, confuse. Ils ne m'avaient jamais rien dit. Au contraire, ils se plaignaient constamment de leur petite retraite, de la hausse du coût de la vie, de leur difficulté à joindre les 2 bouts. C'était même l'un de leurs arguments principaux pour me pousser à aider Léonie. Ils en ont tiré 150 000 €, a continué Sylvie, sa voix baissant d'un ton, comme si elle craignait d'être entendue. Et ils ont tout investi. La totalité. Ton père avait un ami qui lui avait parlé d'un projet immobilier soi-disant miraculeux en Espagne. Des villas de luxe. Il leur a promis des rendements de 30% en 1 an. Elle a fait une pause, me laissant le temps d'absorber le choc. 150 000 €. La somme m'a donné le vertige. C'était une fortune. Une somme qui aurait pu changer leur vie, assurer leur vieillesse. Une somme qui aurait pu éviter que je doive me saigner aux 4 veines pour eux et pour ma sœur. Ils ont tout perdu, Adèle, a lâché ma tante. Tout. En moins de 6 mois. Le projet était une arnaque bien montée. L'ami a disparu, le promoteur s'est volatilisé. Il ne restait rien. Le monde s'est mis à tourner autour de moi.
J'ai dû m'agripper au bord de la table pour ne pas tomber. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar. Mais le pire, Adèle, le pire n'est pas là, a repris ma tante, ses yeux se remplissant de larmes de pitié pour moi. Le pire, c'est ce qu'ils ont fait ensuite. Ils ont décidé de ne rien dire à personne. Par honte. Par orgueil. Ton père, tu le connais. Son ego est démesuré. Il préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'il a été naïf, qu'il a fait une erreur monumentale. Surtout, il ne voulait pas perdre la face devant son frère, ton oncle Renaud, qu'il avait toujours mis en garde contre ses plans hasardeux. Les pièces du puzzle se sont alors assemblées dans mon esprit, formant une image d'une laideur et d'une cruauté insoutenables. Pendant toute cette année, ai-je murmuré, ma voix n'étant plus qu'un souffle brisé, pendant qu'ils savaient qu'ils avaient perdu cette fortune. Ils t'ont laissé payer, a terminé Sylvie, sa voix dure comme l'acier. Ils t'ont laissé payer le loyer de ta sœur pour ne pas avoir à le faire eux-mêmes. Ils t'ont laissé payer leur nouvelle mutuelle quand la leur est devenue trop chère, en te disant qu'ils n'y arrivaient plus. Ils t'ont laissé payer les 5 000 € pour la réparation de leur toiture au printemps dernier, en te faisant croire qu'ils étaient au bord du gouffre. Ils t'ont regardé t'épuiser, t'endetter, sacrifier ta propre vie, sans jamais dire un mot. Ils se sont servis de toi comme d'un bouclier. Une nausée violente m'a envahi. Ce n'était plus de la négligence. Ce n'était plus du favoritisme. C'était un acte délibéré, conscient, calculé. Une trahison d'une noirceur absolue. Chaque appel de ma mère se plaignant de leurs difficultés, chaque soupir de mon père parlant de ses soucis financiers, tout était un mensonge. Un mensonge sordide à 150 000 €. J'ai enfin compris la véritable dynamique de notre famille. Léonie n'était pas le seul problème. Elle n'était que le symptôme. Le véritable cancer, c'était l'égoïsme et la lâcheté de mes propres parents. Ils m'avaient utilisé comme un pansement pour couvrir leur incompétence et leur orgueil démesuré. Tant que je payais, l'illusion de leur respectabilité tenait bon. Je me suis levée, tremblante de la tête aux pieds. Ce n'était plus de la colère que je ressentais. C'était un vide glacial. Le vide laissé par la confiance pulvérisée. Le vide laissé par l'amour que je pensais, naïvement, leur porter. Mon monde venait de s'écrouler. Ce n'était pas une simple dispute de famille. C'était une conspiration. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que la Adèle docile et conciliante était morte dans ce café. Une autre personne était en train de naître de ses cendres. Et elle n'aurait aucune pitié. Je suis sortie du café comme une automate, laissant ma tante Sylvie seule avec nos cafés froids. Je n'ai même pas dit au revoir. Mon esprit était un maelstrom de douleur, de rage et d'une clarté nouvelle et terrifiante. Je me suis assise dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants mais guidés par une détermination de fer. C'en était fini des excuses. Fini de la peur de blesser. Fini de me préoccuper de leur image, de leur confort, de leur paix. Ils avaient brûlé tous les ponts, dynamité toutes les routes qui menaient à ma compassion. J'ai ouvert mon application bancaire. C'était devenu un geste presque rituel, mais cette fois, il avait le poids d'un acte irréversible. Le premier virement que j'ai vu était celui que j'avais mis en place pour le loyer de Léonie. 500 € par mois, prélevé le 28 de chaque mois. Un clic. Supprimer le virement récurrent. Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bénéficiaire et ses virements associés? J'ai appuyé sur « Oui » avec une satisfaction féroce. C'était comme couper une corde épaisse et rugueuse qui me maintenait la tête sous l'eau. Ensuite, son forfait téléphonique. 50 € par mois. Supprimé. Sa part de l'abonnement à la plateforme de streaming que nous partagions. Résilié. Je passais en revue chaque ligne de mes dépenses, traquant la moindre trace de leur parasitisme financier. Puis, je suis passé à mes parents. La cotisation mensuelle pour leur mutuelle santé. 180 €. Un fardeau que j'avais accepté de prendre en charge 6 mois plus tôt, quand ils m'avaient juré, la main sur le cœur, qu'ils étaient, à la gorge, et qu'ils devaient choisir entre bien se soigner et bien manger. Quel mensonge grotesque. Supprimé. J'ai continué, méthodique, implacable, comme un chirurgien qui excise une tumeur.
Chaque lien financier que j'avais avec eux, je le sectionnais net. C'était un acte d'une violence froide. Douloureux, mais absolument nécessaire pour ma survie. Chaque clic était une affirmation de mon indépendance, une déclaration de guerre contre des années de manipulation et de mensonges. Quand j'ai eu fini, j'ai ressenti un calme étrange s'installer en moi. Un calme vide, mais aussi incroyablement libérateur. La colère brûlante s'était dissipée, laissant place à une résolution froide comme l'acier. Il m'avait traité comme une transaction financière. J'allais donc mettre fin à cette transaction. J'ai ouvert mon application de messagerie. J'ai créé un groupe de discussion avec les 3 numéros que je connaissais par cœur, mon père, ma mère et Léonie. J'ai fixé le curseur clignotant pendant une longue minute, cherchant les mots justes. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mots justes pour une telle trahison. Il n'y avait plus de place pour l'émotion. Seul les faits comptaient. J'ai tapé un message court, brutal, chirurgical. Je sais pour l'appartement de La Rochelle. Je sais pour les 150 000 euros. À partir d'aujourd'hui, vous vous débrouillez seul. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant même de pouvoir douter. La réaction a été nucléaire. Instantanée. Mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement, comme s'il allait exploser. D'abord Léonie, une avalanche de messages paniqués, « De quoi tu parles ? C'est quoi cette histoire ? Adèle, remets le virement pour le loyer tout de suite. Je vais me faire expulser. C'est pas une blague. Puis mon père, tentant de nier l'évidence, c'est Sylvie qui t'a raconté des bêtises pour nous diviser. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est un énorme malentendu. Rappelle-moi immédiatement. Et enfin, ma mère, jouant sa dernière carte, celle de la manipulation affective, Adèle, ma chérie, tu brises le cœur de ton père. Il est si fragile. On peut en discuter calmement. S'il te plaît, ne sois pas si cruel. Cruel. Ils osaient me traiter de cruel. J'ai regardé les messages s'accumuler, un mélange pathétique de panique, de menaces, de déni et de supplication. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient toujours pas ce qu'ils avaient fait. Ils ne voyaient que les conséquences pour eux-mêmes, la source de financement qui venait de se tarir. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à leur dire. J'ai éteint mon téléphone. Le silence dans la voiture était total, presque assourdissant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais redevable à personne. Je n'attendais rien de personne. J'étais seule. Terrifiante et absolument seule. Mais j'étais libre. Et cette liberté avait le goût âpre mais exaltant d'une nouvelle naissance. Le premier mois après ma déclaration d'indépendance fut une période d'ajustement étrange et déroutante. Le silence de mon téléphone était parfois pesant, presque assourdissant. J'étais tellement habituée à être constamment sollicitée, à être le centre de résolution de toutes les crises familiales, que le calme me semblait anormal. Il n'y avait plus d'appels en larmes de Léonie, plus de messages culpabilisants de ma mère, plus de demandes déguisées de mon père. Il n'y avait plus de crise. Ou du moins, elles n'étaient plus les miennes, et cette nouveauté était à la fois terrifiante et exaltante. Les nouvelles me parvenaient par bribes, comme des échos d'un monde lointain, via mon oncle Renaud ou ma tante Sylvie. Ils prenaient soin de ne pas trop s'immiscer, m'appelant de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, mais leurs conversations laissaient filtrer des informations qui confirmaient, si besoin était, que j'avais pris la seule et unique bonne décision. Pour Léonie, la chute fut aussi rapide que spectaculaire. Privée de mon soutien financier, son monde d'illusions, si soigneusement construit sur Instagram, s'est effondré comme un château de cartes sous une averse. Son propriétaire, un homme peu patient, ne voyant plus le loyer arriver, lui a envoyé un avis d'expulsion sans tarder. Simultanément, le directeur du domaine où avait eu lieu la fête, n'ayant jamais été payé malgré ses nombreuses relances, a engagé des poursuites judiciaires contre elle pour les 8 000 € restants. Léonie, qui avait signé le contrat, était légalement responsable. Paniquée, elle a tenté de vendre ses trésors sur Vinted. Mais les sacs à main et les chaussures de créateurs, souvent achetés à crédit ou avec mon argent, ne suffisaient pas à combler le gouffre béant de ses dettes. Son petit ami,
qui était bien plus attiré par son style de vie glamour que par sa personnalité, a pris ses jambes à son cou dès que les premiers problèmes d'argent sont apparus. Ses amies, influenceuses, avec qui elle posait dans des cafés branchés, se sont également évaporées comme par magie, ne voyant plus d'intérêt à fréquenter quelqu'un qui ne pouvait plus suivre leur train de vie dispendieux. Finalement, elle a dû quitter son bel appartement haussmannien du centre de Reims. Elle a trouvé un petit studio meublé dans un quartier bien moins prestigieux, à la périphérie de la ville. Et pour la première fois de sa vie, à 28 ans, elle a dû faire quelque chose qu'elle avait toujours méprisé, chercher un vrai travail. Elle a été embauchée comme vendeuse dans une boulangerie du centre-ville. Parfois, en allant faire mes courses, je l'apercevais à travers la vitrine, vêtue d'un tablier blanc, servant des clients avec un sourire forcé. Elle avait l'air épuisée, son visage habituellement si parfait était marqué par la fatigue et une amertume nouvelle. Mais le plus pathétique, le plus triste, c'était son compte Instagram. Elle continuait de poster, mais c'était de vieilles photos, recyclées de ses voyages passés, de ses tenues d'autrefois. Elle les accompagnait de légendes qui frôlaient le ridicule, des phrases toutes faites sur la résilience, le pouvoir de repartir à zéro, l'importance de la positivité. Elle s'accrochait désespérément à une image qui n'existait plus. C'était une performance tragique, une tentative déchirante de nier la réalité. Je ne ressentais pas de joie malsaine en la voyant ainsi. Je ressentais une sorte de pitié triste et distante. Elle était tellement prisonnière de sa propre fiction, de l'approbation de ses milliers d'abonnés, qu'elle était incapable d'affronter la vérité de sa nouvelle vie. Son monde était une illusion. Et sans mon argent pour l'alimenter, il s'était simplement évaporé, ne laissant derrière lui qu'un vide et des dettes. Elle n'était pas en train de se reconstruire, elle campait dans les ruines de son ancienne vie, prétendant que le palais était toujours debout. Elle n'avait rien appris. Et je savais, au fond de moi, que la partie la plus difficile pour elle ne faisait que commencer. Mes parents, de leur côté, vivaient une déchéance plus silencieuse, moins spectaculaire, mais tout aussi profonde et douloureuse. Leur problème n'était pas tant le manque d'argent pour un style de vie extravagant, mais la peur panique de perdre leur statut social, leur confort bourgeois, et par-dessus tout, leur fierté. Pour eux, l'apparence était tout. Sans ma contribution pour leur mutuelle et les diverses réparations imprévues, leur petit budget de retraité, déjà amputé par leur désastreuse aventure espagnole, a été mis à rude épreuve. La première conséquence visible, et pour mon père la plus humiliante, a été la vente de sa voiture. C'était une Peugeot 5008 neuve, son grand orgueil. Il en parlait constamment, la lavait méticuleusement tous les week-ends, la considérait comme le symbole de sa réussite. La voir disparaître de l'allée a été un coup terrible pour son ego. Il l'a remplacée par une petite voiture d'occasion, une Dacia, mais je savais, par ma tante Sylvie, qu'il évitait désormais de conduire en ville, de peur de croiser des connaissances qui pourraient remarquer sa déchéance. Ma mère, qui avait toujours affiché un certain mépris pour les petites économies et les gens qui comptaient leurs sous, a été vue par une amie de ma tante en train de comparer longuement les prix au rayon des yaourts chez Lidl. Elle, qui ne jurait que par les produits de marque et les petits commerçants, achetait désormais des marques de distributeurs. Elle a même commencé à vendre ses créations en tricot sur le Bon Coin, une activité qu'elle décrivait à ses amis comme un passe-temps artistique pour rester active, mais qui était en réalité une nécessité pour arrondir les fins de mois. Ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais leur tentative était d'une maladresse confondante, toujours pleine de reproches déguisés et de manipulations. Un message de mon père disait « Nous espérons que tu es heureuse maintenant que tu as réussi à mettre ta famille dans les ennuis et le déshonneur. » Un autre de ma mère, plus insidieux, « Ton père ne dort plus la nuit. Sa tension est très élevée. » Son médecin s'inquiète. « J'espère que tu as conscience des conséquences de ta dureté. » Ils n'ont jamais, à aucun moment, reconnu leur faute. Pas un mot sur l'appartement, pas une excuse pour le mensonge. Dans leur esprit tordu, le problème, ce n'était pas leur trahison. C'était ma réaction. J'étais la méchante, l'ingrate, celle qui avait rompu le pacte familial sacré. Mon oncle Renaud m'a raconté une anecdote qui résumait parfaitement leur état d'esprit. Il les avait croisés par hasard dans une rue piétonne. Mon père, en le voyant, avait pâli et avait rapidement changé de trottoir, sortant son téléphone et prétextant un appel urgent. Il ne supportait pas le regard de son propre frère,
celui qui connaissait son secret, son échec, son humiliation. La honte le rongeait de l'intérieur, mais son orgueil démesuré l'empêchait de faire le seul geste qui aurait pu, peut-être, le sauver, affronter la vérité et demander pardon. Ils étaient piégés dans une prison qu'ils avaient eux-mêmes construite, une prison aux barreaux invisibles faits de mensonges, de déni et de fierté. Ils avaient eu 150 000 opportunités de faire les choses bien. Ils auraient pu aider Léonie de manière responsable, en lui apprenant la valeur de l'argent. Ils auraient pu être honnêtes avec moi. Ils auraient pu investir prudemment et assurer leur avenir. Mais à chaque carrefour, ils avaient choisi la voie de la facilité, du secret et de l'arrogance. Et maintenant, ils en payaient le prix. Chaque jour. Dans le silence pesant de leur maison, un silence rempli de non-dits et de regrets amers. Ils n'avaient pas seulement perdu de l'argent. Ils avaient perdu la confiance et l'amour de la seule personne qui les avait toujours soutenus inconditionnellement. Ils avaient perdu leur fille. Et ça, aucune vente sur le Bon Coin, aucun tricot, ne pourrait jamais le racheter. 3 mois après ma rupture totale avec eux, alors que je commençais enfin à trouver un nouvel équilibre, une paix intérieure que je n'avais jamais connue, on a sonné à ma porte. C'était un dimanche après-midi. Mon cœur a fait un bond. C'étaient mes parents. Ils se tenaient sur mon paillasson, l'air fatigué, presque diminué. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Une partie de moi voulait refermer la porte. Mais une autre savait que cette confrontation était nécessaire, que je devais leur faire face une dernière fois pour clore ce chapitre pour de bon. Je les ai laissés entrer, mon cœur battant la chamade. Ils se sont assis sur le bord de mon canapé, visiblement mal à l'aise dans mon petit appartement qu'ils avaient si souvent critiqué implicitement. Le silence était tendu. C'est ma mère qui a parlé la première, sa voix douce et tremblante, celle qu'elle utilisait pour les grandes manœuvres de manipulation. Adèle, nous sommes venus te voir parce que cette situation est intenable. Nous sommes désolés de la façon dont les choses ont tourné. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. J'ai croisé les bras, un mur de protection invisible se dressant autour de moi. J'attendais la suite. Le « mais » qui ne manquerait pas d'arriver. Tu ne comprends pas, a enchaîné mon père, son regard fuyant, incapable de croiser le mien. On a fait une erreur avec cet investissement, d'accord. Mais c'était pour assurer notre avenir, et le vôtre aussi. On ne voulait pas t'inquiéter avec ça, te mettre un fardeau supplémentaire sur les épaules. On voulait te protéger. Protéger ? Le mot a résonné en moi comme une insulte suprême. J'ai éclaté d'un rire sec, sans aucune joie. Me protéger ? Vous m'avez menti, délibérément, pendant plus d'1 an. Vous m'avez regardé vider mon compte en banque, m'endetter, sacrifier mes propres projets pour payer vos factures et les caprices de Léonie, alors que vous veniez de jeter 150 000 € par la fenêtre. Ce n'est pas de la protection, ça. C'est de la lâcheté et de l'égoïsme pur. Le visage de mon père s'est durci. La façade de contrition s'est fissurée. Tu ne comprends pas ce que c'est, de construire quelque chose toute sa vie et de risquer de tout perdre. Tu es jeune, tu as le temps. Ah, mais je comprends très bien, ai-je répliqué, ma voix montant d'un cran, la colère froide laissant place à une fureur longtemps contenue. Je comprends que votre fierté était plus importante que ma sécurité financière. Je comprends que vous avez préféré me sacrifier sur l'autel de votre image plutôt que d'admettre votre échec. Votre précieuse réputation valait donc plus que votre propre fille ? Ma mère s'est approchée, essayant de me prendre la main, ses yeux remplis de larmes. Ton père a été tellement malheureux, il ne mange presque plus. Ne peux-tu pas faire un effort, pour la famille ? Pour l'amour de Dieu, Adèle, un peu de compassion. J'ai reculé comme si sa main était brûlante. La compassion ? Où était votre compassion quand je devais choisir entre payer mon loyer et payer votre mutuelle ? Où était votre compassion quand je mangeais des pâtes pendant que Léonie paradait avec un sac à 5 000 €? Ne me parlez pas de compassion. La conversation tournait en rond, un dialogue de sourds. Ils étaient incapables de prononcer les seuls mots qui auraient pu, peut-être, commencer à guérir la blessure. Nous avons eu tort. Nous t'avons trahi. Pardonne-nous. Je les ai regardés, et pour la première fois, je ne voyais plus mes parents. Je voyais 2 personnes âgées, effrayées, rongées par l'amertume et l'orgueil, incapables de faire face aux conséquences de leurs actes.
J'ai su à cet instant que c'était fini. Il n'y avait plus rien à sauver, plus de pont à reconstruire. Je pense que vous devriez partir maintenant, ai-je dit, ma voix soudainement calme, vidée de toute émotion. Plus tard dans la soirée, alors que j'essayais de me remettre de ce face-à-face épuisant, j'ai reçu un long message d'un numéro inconnu. C'était Léonie, qui avait dû emprunter le téléphone d'une amie. C'était un torrent de reproches, un monologue d'auto-apitoiement. Elle ne demandait pas pardon. Elle m'accusait. « Tu ne sauras jamais ce que c'est », écrivait-elle. « Tu as toujours été la parfaite, l'intelligente, la responsable, celle que papa et maman admiraient en secret même s'ils me gâtaient. Tu ne sais pas ce que c'est de devoir se battre pour exister, pour que les gens te voient. Au moins, sur Instagram, les gens me voyaient. Tu as détruit ça. Tu as tout détruit. » Je lisais ces mots, et pour la première fois, je ne ressentais plus de colère. Juste un vide immense, et une profonde tristesse. Sa jalousie, son besoin maladif de reconnaissance l'avait rendu complètement aveugle à la réalité, à mes sacrifices, à sa propre responsabilité. J'ai réfléchi à une réponse. J'aurais pu lui dire ces 4 vérités, argumenter, me défendre. Mais à quoi bon? On ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui vit dans un monde parallèle. J'ai simplement tapé 2 phrases, les dernières que je lui adresserai jamais. Ce n'est pas mon problème, Léonie. Ça ne l'a jamais été. J'ai envoyé le message et j'ai bloqué ce numéro aussi. C'était la confrontation finale. La coupure définitive avec les 3 personnes qui constituaient mon passé. Et c'était la chose la plus saine, la plus nécessaire, la plus libératrice que j'avais faite de toute ma vie. Le deuil pouvait enfin commencer. 6 mois ont passé depuis cette confrontation finale. 6 mois de silence radio total. 6 mois de reconstruction lente, patiente et profonde. Ma vie a changé, non pas de manière spectaculaire avec des feux d'artifice, mais de manière bien plus significative, de l'intérieur. Mon entreprise, libérée du fardeau financier constant et du poids émotionnel de ma famille, a connu un essor inattendu. J'ai retrouvé une créativité, une audace et une énergie que je croyais avoir perdues à jamais. J'ai décroché de nouveaux contrats avec des domaines viticoles prestigieux de la région de Champagne, des clients qui respectaient mon expertise et appréciaient ma rigueur. Mon agenda était rempli, mais pour la première fois, c'était un stress positif, l'adrénaline de quelqu'un qui bâtit son propre avenir, brique par brique, pour elle-même et personne d'autre. Avec l'argent que je ne versais plus dans le puits sans fond de ma famille, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des années, un acte symbolique de ma nouvelle liberté financière. J'ai remboursé la totalité de mon prêt étudiant. Le jour où j'ai effectué le dernier virement, j'ai pleuré de soulagement. J'ai aussi commencé à mettre sérieusement de l'argent de côté pour un apport, avec le rêve, qui ne semblait plus si lointain, d'acheter un jour mon propre appartement. Un lieu à moi, un sanctuaire. Mais les changements les plus importants n'étaient pas sur mon relevé de compte. Ils étaient dans ma tête et dans mon cœur. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, à réapprendre à écouter mes propres désirs. Je me suis inscrite à un cours de poterie, une passion de jeunesse que j'avais mise de côté depuis le lycée, jugée, pas assez sérieuse. Le contact de l'argile fraîche sous mes doigts, la concentration intense nécessaire pour façonner un objet, tout cela avait un effet profondément thérapeutique. Je créais quelque chose de beau, ou du moins qui me plaisait, à partir d'une simple motte de terre, pour le pur plaisir de le faire, sans aucune attente de performance ou de rentabilité. C'était révolutionnaire. Un soir, alors que je venais de sortir du four une petite tasse, maladroite mais faite de mes propres mains, j'étais emplie d'une fierté simple et pure. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Mon cœur a fait un bond, une vieille angoisse ressurgissant. Mais le message était court, sans fioriture. Je suis fière de toi, ma fille courageuse. Ce n'est pas facile de choisir son propre chemin continu. Ta grand-mère, Élodie. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'elle, sachant qu'elle était prise dans une loyauté familiale complexe. Ce simple message était une validation, une reconnaissance qui valait plus que tous les discours du monde. Il me disait que je n'étais pas seule, que quelqu'un dans ma famille voyait la vérité, comprenait mon combat. J'ai compris alors la leçon la plus importante de toute cette épreuve.
Pendant des années, j'avais cru que mon devoir était de maintenir ma famille unie à tout prix, même au prix de mon propre bonheur. J'avais tort. Mon premier et plus sacré devoir était envers moi-même, me protéger, me respecter, et refuser d'être le sacrifice silencieux sur l'autel du bonheur des autres. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte vital de survie. C'est dire à l'autre, et surtout à soi-même, je t'aime, mais je m'aime aussi. Et je ne te laisserai plus me détruire pour te sentir bien. Je ne suis plus en colère. La douleur est toujours là, quelque part, comme une ombre lointaine, mais elle s'est adoucie. Elle est devenue une cicatrice qui me rappelle non pas la blessure, mais la force incroyable que j'ai trouvée en moi pour guérir. À vous tous qui avez écouté mon histoire jusqu'au bout, merci du fond du cœur. Choisir de se mettre en premier est souvent le chemin le plus difficile, le plus solitaire, mais c'est aussi le plus nécessaire. Si mon histoire a résonné en vous, si vous aussi, vous vous êtes déjà senti piégé par le poids des attentes, qu'elles soient familiales ou autres, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre propre expérience dans les commentaires. Créons ensemble une communauté bienveillante où le respect de soi n'est pas une option, mais un fondement. Parfois, la famille que l'on choisit, celle qui nous soutient et nous élève, est plus importante que celle dans laquelle on est né. Prenez soin de vous, car personne ne le fera mieux que vous-même.